Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Meaux, en Seine-et-Marne, vous êtes ancien ministre et vous êtes un des dirigeants des Républicains. Le cap est franchi, 100 000 morts de la Covid en France. Est-ce qu'il y a une responsabilité spécifique de l'exécutif dans notre pays ou est-ce que ça s'appelle la fatalité ? La fatalité, non, j'aime pas le mot. Dire pour autant qu'il faut pointer du doigt les autorités gouvernementales, moi je rentre pas dans ce débat-là parce que c'est à la fois pas le moment et puis ce serait trop facile. Donc moi, mon sujet aujourd'hui, il est de dire le combat doit continuer, chacun à son poste, parce que dans ces moments-là, ça sert à rien d'être dans la polémique. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas relever quelques erreurs, et il y en a eu, quelques difficultés, que je pense que tout ça devra être un jour l'objet d'une vraie analyse, parce que c'est toute la maison France qu'il faudra repenser. C'est après. pas que politique, c'est l'administration aussi qu'il faudra remettre à plat. Oui, mais enfin moi j'ai pour habitude de considérer que l'administration, sa nature même, c'est d'être commandée par le politique. Donc celui qui assume, qui doit assumer, c'est le politique. Et si j'avais un regret, c'est que le politique, au niveau le plus haut de l'État, a un peu tendance, quand ça marche pas, à considérer que c'est les autres. L'Élysée maintient le cap, réouverture des lieux de culture et des terrasses à partir du 15 mai. Est-ce que vous approuvez ? Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt et trop casse-cou ? Vous savez, personne en réalité n'en sait rien. Moi, les consignes que j'ai données à Meaux à l'ensemble de mon administration, c'est que l'on colle aux consignes gouvernementales et on les anticipe. C'est-à-dire qu'on se prépare déjà à réouvrir le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, nos équipements culturels et sportifs. On est prêt à tout moment dès lors que le gouvernement nous en donnera l'autorisation. C'est-à-dire que vous pourriez être un des territoires volontaires, puisque ça sera peut-être territorialisé, pour aller vite et fort. Ah mais bien sûr, de toute façon, de manière générale, de la même manière que je me suis opposé à l'idée qui ont pu être pratiquées par d'autres collègues maires de déroger aux règles nationales concernant par exemple les ouvertures de commerce ou des choses comme ça, qui ont donné lieu d'ailleurs à des arrêtés annulés par les préfets. Moi je pense qu'il faut respecter les règles. Et ben, effectivement on est en anticipation sur tous les sujets. C'est une caractéristique d'ailleurs de la manière dont à Meaux nous gérons les choses. Alors vous proposez avec Éric Woerth chez les Républicains une profonde réforme de l'État. Mais les Français, quand on les interroge, ils parlent sécurité, santé, école, formation, emploi, mais pas réforme de l'État. Oui, et généralement d'ailleurs pour dire qu'ils considèrent qu'on devrait faire beaucoup mieux, et je crois qu'ils ont raison. Et pour ça, il faut que l'État fasse moins et mieux. Et il y a un domaine dans lequel l'État ne peut pas partager avec le privé, c'est le régalien. Ça, c'est vraiment son métier. Sécurité, justice, politique d'immigration. Pour prendre ces trois exemples, c'est vraiment l'État qui doit l'assumer, avec, par exemple, pour la sécurité, les communes, en matière de police municipale. Et moi, je préférerais un État qui se recentre sur sa mission d'autorité, qui est aujourd'hui très défaillante dans le pays, et puis qui, par ailleurs, c'est le deuxième pilier, considère le progrès sous toutes ses formes comme l'ADN d'un pays moderne. Donc progrès scientifique, on a du retard, progrès écologique, progrès social, progrès économique. Et ça, c'est les acteurs privés qui doivent bénéficier des moyens de l'État et se développer et donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors vous proposez que les contribuables puissent flécher 5% de leur impôt en disant « je veux que ces 5% ils aillent à l'éducation, à la recherche ». Oui, c'est une des propositions qu'avec Éric Woerth on a faites parce qu'on trouvait que c'était assez original de dire finalement l'État et les Français ne sont pas toujours très contents de savoir la manière dont leurs impôts sont utilisés. Donc pourquoi ne pas imaginer qu'ils disent 5% de l'impôt sur le revenu que je paye, pour ceux qui le payent naturellement, je préférerais qu'il aille dans tel domaine plutôt que tel autre, histoire d'impliquer aussi. Et ça obligera l'État en plus à rendre des comptes, ce qu'il ne fait pas du tout. Ça, je trouve que ce serait assez moderne. Vous proposez aussi, vous demandez aussi une trajectoire de désendettement, parce qu'on est très très endetté en France. Est-ce que ça peut se faire sans dégrader le modèle social ? Oui, à la condition naturellement qu'on fasse la part des choses entre la dette qui relève du Covid et qui peut pas être remboursée au même rythme, et puis la dette tout court. J'ai été ministre du budget, je peux témoigner qu'on sait baisser en réalité la dette à condition de réduire les déficits, parce que c'est comme ça qu'on rembourse de la dette. Et puis c'est aussi en créant de la croissance, parce qu'à ce moment-là, vous générez plus d'activité, donc plus de recettes fiscales, et du coup, vous pouvez faire tout cela. Il faut simplement que l'État soit plus efficace dans un certain nombre de domaines, qu'il se réforme, y compris d'ailleurs dans la gestion des ressources humaines. Par exemple, moi j'ai proposé la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants. C'est une bombe. Vous allez avoir deux fonctions publiques, les anciens qui seront là tranquilles, emploi à vie, et des nouveaux en précarité avec des contrats. Est-ce que ça va pas faire... D'abord, quand on a un contrat, on n'est pas précaire. Ça peut être un contrat à durée indéterminée, comme l'ensemble des salariés qui ont des CDI. Ça peut être aussi des CDD. Et puis, vous savez, vous employez le mot bombe. Je ne résiste pas quand même à l'idée de vous dire si on pouvait relativiser les choses. Vous voyez, une bombe, on sait ce que c'est. C'est quelque chose qui tue. Une bombe sociale.
cela. Alors, vous voyez, quelque chose qui met 300 000 fonctionnaires dans la rue et qui bloque le pays avec des grèves. C'est pas par hasard si je relève ce mot. C'est parce que je pense qu'il est grand temps qu'on change le débat public et qu'on arrête de perdre toutes les hiérarchies. Les bombes, les sacrifices, c'est autant des guerres, des vraies, où on parle de mort, de déportation. Là, il s'agit de voir si on peut retarder la construction d'un rond-point de quelque temps, si on doit ou non dérembourser un médicament. Voilà, on parle de ça. Et donc, parler à chaque fois de bombes, de sacrifices, de sang, de sueur et des larmes, c'est ça qui ne va pas. Nous sommes un grand pays. Un pays qui est capable, et on l'a vu tout au long de cette année, avec une administration remarquable, celle de Bercy, chapeau les énarques, je le dis au passage, c'est eux qui ont commandé les opérations, de tenir autant qu'ils l'ont pu l'économie, mieux que d'autres pays dans lesquels les faillites se multiplient. Nous avons une crise économique et sociale devant nous. Il y a des secteurs entiers qui sont menacés, l'hôtellerie, la restauration, l'aérien, etc. Mais néanmoins, on a tenu. Et on a tenu pourquoi ? Parce qu'on a un modèle économique réactif quand on veut. Un modèle d'État qui sait gérer dans certains domaines. Appuyons-nous sur nos forces et arrêtons de surdramatiser des réformes qui se font dans tous les pays du monde. Est-ce que la suppression de l'ENA, ça ne peut pas vous aider à mettre en place cette nouvelle fonction publique ? L'Institut de service public, ça pourra justement préparer des profils différents. Là, vous défendez l'indéfendable. Cette pseudo-annonce d'Emmanuel Macron, je l'ai trouvée triste. Parce qu'en réalité, il a succombé à la tentation des populistes. Il a eu envie, comme souvent chez lui, de faire un coup en désignant un bouc émissaire. Il leur a donné le scalp de l'ENA. Exactement. Cette théorie bien affaiblissante pour les responsables des partis de gouvernement de succomber aux exigences des extrémistes. Parce que depuis le début, l'ENA, ça fait partie de ces boucs émissaires. L'idée selon laquelle, si on enlevait l'ENA, la France irait beaucoup mieux. Moi, je vais vous dire une chose. En faisant ça, il a donné une nouvelle illustration, hélas, je suis un grand déçu de tout cela, une nouvelle illustration, hélas, de son inculture historique. L'ENA, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de l'image de la France dans le monde. C'est connu dans le monde entier. Nous accueillons à l'ENA, d'ailleurs, régulièrement des étudiants étrangers. Bon, et avoir fait cela, quelque part, c'est avoir fait croire aux Français que c'était l'École nationale d'administration qui était la responsable des maux de la France. C'est faux. Ce qui est responsable des maux de la France, ce sont des politiques qui n'assument pas certaines réformes, ce sont des politiques qui ne commandent pas aux administrations, ce sont des politiques qui, bien souvent, ont peur de ces expressions médiatiques comme celles que vous avez utilisées tout à l'heure en parlant d'une bombe pour une simple réforme des carrières, pour permettre, par exemple, à tous les Français de s'engager pour le pays à travers l'administration. Alors je vais prendre un autre grand mot. Vous voulez revaloriser le rôle des préfets. Est-ce que ça ne va pas déclencher une guerre ou une guéguerre avec les collectivités locales ? C'est pas du tout une guerre. L'idée, c'est qu'on arrête de faire croire que le couple maire-préfet censé tenir la République est un couple qui marche. Il peut pas marcher puisque les préfets sont terriblement affaiblis. Autrefois, le préfet, c'était le représentant de l'État dans le département. Aujourd'hui, c'est sur le papier, mais c'est pas dans la réalité puisqu'il ne commande pas dans les faits les services dépendants de sa préfecture. Ces services, c'est ceux du ministère de l'Équipement, du ministère du Développement durable, du ministère de tel ou tel autre ministère. Et bien souvent, ils en réfèrent à leur administration à Paris, pas du tout au préfet. Et donc le préfet a beaucoup de mal à être l'interlocuteur plein et entier des maires parce que justement, il ne peut pas toujours appuyer sur les boutons qui permettraient cette efficacité. Donc oui, il faut un vrai couple maire-préfet. Et puis, si je puis dire, il faut que les maires soient beaucoup plus confortés. Vous savez, une des grandes leçons de cette crise sanitaire, c'est que ceux qui ont tenu la République durant toute cette période, ce sont les maires qui ont organisé les campagnes de vaccination, les centres de dépistage quand il n'y en avait pas, qui ont trouvé des masques. C'est souvent les maires qui ont trouvé ces solutions. Jamais le gouvernement ou le président de la République n'a de mots pour remercier les maires. C'est comme si tout se faisait depuis le palais de l'Élysée. Quelle erreur de jugement. Et pourtant, les maires, vous leur dites, il n'y aura pas d'aide pour votre ville si vous ne mettez pas des caméras de surveillance et si vous n'adoptez pas une police municipale. Ça, c'est autre chose. Ça, je pense qu'en réalité, il faut qu'on arrête avec ce tabou qui consiste à faire croire que les polices municipales, ça ne doit être que des auxiliaires. Tous les temps ont changé. Je peux en témoigner dans ma ville. Nous avons développé depuis des années une police municipale armée, un niveau de développement des caméras de vidéosurveillance dans toute la ville très important. On a diminué la délinquance par 2. Et on ne fait pas ça contre la police nationale, on fait ça en partenariat également avec le parquet. Tout ça se fait en très bonne intelligence. Il faut, et ce sera de mon point de vue, c'est une mesure pour le coup systémique, assumer de transférer, de décider l'obligation pour toutes les villes de plus de 10 000 habitants d'avoir une police municipale armée. Parce qu'ainsi, les villes vont contribuer à la mission de sécurité, alléger les tâches de la police nationale et renforcer ce qui est aujourd'hui la première demande des Français, la sécurité.
Les régionales, puis les sondages, est-ce que cela suffira pour sélectionner le candidat ou la candidate idéale de la droite à la présidentielle? Bon, la situation est très inquiétante. Très inquiétante. Je vois surtout que si nous retrouvons à imposer aux Français une finale au deuxième tour de la présidentielle Macron-Le Pen, jamais, de mon point de vue, de tout ce que j'entends de nos compatriotes, jamais le risque n'aura été plus grand de voir Marine Le Pen élue sur un moment de ras-le-bol de cette situation. Il faut absolument proposer une alternative dans les partis de gouvernement. C'est le rôle de la droite. La gauche n'est plus en situation de le faire, depuis que le PS a fait cette erreur historique de renoncer à la laïcité et d'ouvrir grand les vannes de l'islamo-gauchisme. Donc c'est à la droite de faire ce Olivier travail. Faure résiste un petit peu, c'est parti ailleurs. Bah, je ne sais pas où il résiste, mais enfin, la réalité, c'est que on voit que beaucoup de sirènes sont parties vers l'islamo-gauchisme, et aujourd'hui, le PS n'est plus un élément structurant de la gauche française. Alors, à partir de là, la droite a une mission historique. Il lui faut absolument proposer une alternative, et cette alternative aujourd'hui, malheureusement, ne peut pas venir simplement de LR, parce que LR, c'est plus l'UMP. Lorsque moi j'ai quitté mes fonctions en 2014, dans des conditions d'ailleurs lamentables de haine, tout ça pour finalement que les choses, pour ce qui me concerne, se soient bien apaisées, puisque c'était à l'occasion de cette affaire Big Malion, dont j'ai été totalement innocenté après avoir été considéré comme le bouc émissaire idéal par ceux que ça arrangeait. Mais à l'époque où j'ai quitté mes fonctions de président de l'UMP, le parti, c'était 300 à 400 000 militants et sympathisants on est à 60 000, mobilisés. 66 000. C'était la victoire des municipales comme jamais. C'était un très bon score aux européennes. Comment on repart ? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où LR tout seul ne peut plus incarner la légitimité pour désigner seul un candidat. Donc il faut réfléchir, comme disent nos amis britanniques, out of the box. Il faut trouver une autre solution que celle qui consiste à faire cette primaire entre gens plein de qualités, mais qui n'ont, pour aucun de ceux qui sont candidats, aucune chance d'être élus. Que pensez-vous du démarrage dans les sondages de Xavier Bertrand, officiellement candidat ? Je trouve que c'est bien. C'est encourageant. Je trouve que c'est bien, c'est encourageant. À ce stade, c'est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, mais au moins, il se passe un petit quelque chose. Bon, alors, est-ce que ça doit être la seule option ? Je n'en sais rien. Il y a Xavier Bertrand, il y a Valérie Pécresse, il peut y avoir d'autres options qui existent, on verra. Mais il faut qu'en tout cas, dans les 6 mois qui viennent, ce sujet émerge. Est-ce que parmi vos options, il y a l'éventuel retour au bercail d'Édouard Philippe, qui certes a été pendant 3 ans le Premier ministre de Macron, mais qui vient de votre famille et qui n'a jamais adhéré à En Marche ? Non, mais bien sûr, c'est un sujet qui est dans tous les esprits. Ne serait-ce que parce que Édouard Philippe a donné quelques signaux, qu'il est aujourd'hui celui qui, à droite, est le plus coopté dans les sondages, si je puis dire, par les niveaux élevés de popularité, et même un peu d'ailleurs au centre-gauche. Donc évidemment, mais encore faut-il savoir quelles sont ses intentions, ce qu'il dira, ce qu'il fera. Tout ça est beaucoup trop tôt, mais c'est quelque chose qui devra se décanter, comme je viens de le dire à l'instant, dans les 6 mois qui viennent. C'est-à-dire qu'à la Toussaint, la droite doit avoir son champion. Oui, j'ai pas calculé, la Toussaint, c'est déjà tard. Jean-François Copé, merci, bonne journée. Merci à vous.